Salut à tous les chercheurs de vérité, tous les amateurs d'astrologie ou pas, à tous ceux qui aiment la méditation et la recherche de conscience en tout cas. Ce mois-ci, ça va être pour vous, puisque c'est un mois très important. C'est l'une des plus puissantes nouvelles lunes de l'année, en tout cas pour la France. Et donc, vous allez ressentir pendant tout ce mois-ci, qui durera jusqu'au début 2026, sachant que l'année 2026 commence toujours, d'un point de vue cosmologique, au 22 décembre à peu près. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune a lieu le 20 novembre. Une nouvelle lune, c'est toujours, la durée, c'est toujours 30 jours à peu près. La suivante aura lieu le 20 décembre, donc c'est pile poil. Et donc, l'entrée dans l'année 2026 sera, pour la prochaine nouvelle lune, 2 jours après. Donc c'est vraiment le dernier mois de l'année 2025. Et c'est un mois, j'ai envie de dire, bon, c'est un peu la maison 12, quoi, de l'année 2025. Et c'est très bon comme maison 12, dans le sens qu'il y a un énorme trigone d'eau dont je vais vous parler, qui caractérise en fait la profondeur, la recherche intérieure, la spiritualité, et aussi le travail sur les émotions, sur les mémoires, et sur, au-delà des mémoires, ce qui semble se dessiner dans les cultures, dans toutes les cultures. C'est quoi une culture? C'est une religion, c'est des mœurs, c'est une manière de se comporter, c'est une manière de s'organiser, et les signes d'eau sont là pour aller chercher en fait ce qui doit changer dans n'importe quelle culture ou n'importe quelle civilisation. Et cette lune est tellement puissante cette fois-ci qu'on a vraiment l'impression que c'est un espèce de monde nouveau qui s'annonce. Et en même temps, on sait que le monde ancien s'accroche comme une bernique à son rocher et que même s'il doit s'effondrer, il a quand même une tendance à vouloir se défendre de manière même quelquefois abusive pour maintenir un système une matrice, comme j'appelle ça, une espèce de système de privilèges. Bon, bah, vous avez tous entendu parler récemment de la taxe Zuckman. 86% des Français étaient pour, puisque ça consistait à ce que les ultra riches payent autant de proportions d'impôts que les autres. Donc c'est une taxe qui rétablit tout simplement une justice. C'est pas une taxe où on prend l'argent des plus riches pour aider les plus pauvres. C'est une taxe où on demande simplement aux plus riches de payer leur part comme tout le monde, puisqu'ils la payent pas en général, avec tout leur système d'agencement, de fuite de capitaux, enfin tout ça fait avec des cabinets d'avocats qu'on paye très cher pour finalement ne payer rien du tout. Elle a été tuée par le vote de vrais extrémistes. Ces vrais extrémistes qui sont au Parlement. Cette taxe consistait à demander 2% donc sur les revenus des ultra riches, comme tout le monde, impôt sur le revenu. 2% c'est rien du tout, quoi. Et pourtant, ça a été cette réforme très nécessaire pour rembourser la dette de la France a été refusée par tous les vrais extrémistes, c'est-à-dire Macron plus les macronistes, donc le RN et puis les républicains. Donc une union sacrée de la droite et l'extrême droite contre 86% de la vie des Français pour maintenir les privilèges royaux, quoi, on va dire. Et on retrouve ce que j'avais déjà expliqué, c'est qu'on est dans une ambiance très proche de ce qui a précédé la Révolution française. On a des aspects assez semblables. Et donc là, on le voit à nouveau. C'est exactement ils ont voté pour maintenir les privilèges à ceux qui sont déjà, qui gagnent environ 2000, 3000 fois, quelquefois plus que ça, d'ailleurs, le salaire d'un Français normal, quoi. Et qui donc se donnent le droit, en plus, de garder tout ça pour eux, alors que dès qu'ils vont avoir besoin de quoi que ce soit du système français, comme tout Français, ils pourront être soignés à l'hôpital, ils pourront mettre leurs enfants à l'école, tout ça. Donc il y a vraiment une espèce de système à deux vitesses. Vous pouvez regarder sur Blast tout ce qui s'est passé autour des remarques. Alors on dirait qu'il y a que LFI qui semble se mettre en colère là-dessus, ce qui est quand même assez fou. Enfin bon, heureusement les écolos, les socialistes ont aussi réagi, mais enfin très mollement par rapport à l'importance de ces votes qui marquent un tournant définitif, une
sortie définitive en fait de la démocratie parlementaire, puisque on a une scission totale, une séparation totale entre ce que votent les députés qui ont été soi-disant élus par le peuple et le peuple lui-même qui est. Donc il y avait que 14% des Français qui étaient pour et donc une grosse majorité de députés pour. Donc il y a vraiment une disjonction très très forte qui est organisée finalement par le macronisme. Vous pouvez aussi chercher sur Blast ce qui concerne. Donc là il y a chercher ce qu'en dit François Ruffin ou quelques ténors de la France insoumise qui sont là bien dans leur basket en dénonçant ce scandale. Il y a sur Blast, vous pouvez voir aussi la taxe Cum, c'est assez ancien, mais ça montre les systèmes, pour que vous compreniez en quoi ça consiste, ça montre le système d'évasion fiscale et la corruption financière énorme qui a lieu, ce qui n'est pas nouveau, les mafias financières ont toujours existé, mais par contre, ce qui est très nouveau, c'est que ça a lieu maintenant avec la complicité des États, de certains États. Il y a certains États qui essayent encore de lutter contre ça, mais maintenant avec la mode État Trump, et donc les États se mettent du côté de cette évasion fiscale. Il y a une complicité, on va dire, entre l'État qui est censé protéger le peuple, justement des puissants, et au contraire, il se tourne vers les puissants et il leur arrange le coup pour qu'il y ait une puissance dans la course au CAC 40 et que apparaissent en tête dans le tiercé des Français, des Américains, enfin, etc. Toute cette compétition stupide qui consiste comme si c'était un match de foot à gagner. Et pour gagner, ben, évidemment, il faut sacrifier la vie de millions de gens. Mais c'est pas un problème, parce que l'essentiel c'est de gagner, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, dans le même esprit, vous pouvez écouter Question politique, c'est une émission où il y a des espèces de souvent trois harpies là qui sautent sur quand c'est quelqu'un de vraiment de gauche qui saute dessus. Là, c'était assez agréable. C'était le 9 novembre. C'était Manuel Bompard qui est passé et qui les a bien recadrés les unes après les autres. C'était assez rigolo parce que c'est vraiment, il y a une espèce de malhonnêteté. Voilà, donc ça vaut le coup de voir quelquefois des gens qui parlent sincèrement et honnêtement et qui dénoncent la manipulation médiatique à grande échelle. Voilà. Alors, c'est un peu de ça que je voulais parler parce que cette nouvelle lune, comme on va essayer de la décrire, comme ça vous allez comprendre ce qui se passe. En France, l'ascendant est Scorpion, c'est-à-dire qu'en fait, cette nouvelle lune a lieu, qui est un moment graine, a lieu à peu près juste avant le lever du soleil, qui est un moment très particulier, très très bon pour méditer en général, pour les lève-tôt, juste avant que le soleil se lève, et le moment du lever du soleil, qui est une espèce d'apothéose au niveau énergétique, et qui nous fait démarrer la journée, le soleil qui était en carte de terre, donc une carte de recharge, la carte c'est la partie, la carte de terre, c'est la partie entre l'ascendant et le fond du ciel pour les astrologues. Donc c'est un peu dans le nord-est du thème. Quand le soleil n'est pas encore levé, il est dans cette zone-là, et il finit de recharger nos batteries qui se sont rechargées pendant la nuit. Le corps, les cellules se sont nettoyées, se sont défaites de leurs toxines et tout ça. Et donc, ce dernier moment de la nuit, quand on va se réveiller, et qu'on est encore dans cette carte-là, c'est ce qu'on appelle en Inde l'heure de Brahman, c'est une heure très 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 bonne pour méditer, parce que le corps, ça y est, il est rechargé. Si on pratique du yoga, du qigong ou n'importe quelle discipline corporelle qui permet un peu de se garder en forme, et qu'on a une alimentation correcte, c'est-à-dire à dominance végétarienne ou végétarienne, et bien, il n'y a pas besoin de tant de ça que ce sommeil. On va, avec 6 heures, c'est suffisant, et on va se réveiller, des fois avec des rêves, tout ça. Et là, c'est bien de démarrer tout de suite dans une méditation qui va... Alors, pour donner une petite indice, pour le lever du soleil pour la région de Nantes, par exemple, aura lieu 35 minutes après, à 8h23, puisque là, cette nouvelle lune a lieu le 20 novembre 2025 à 6h47 TU, c'est-à-dire en gros à 7h47, quoi. Donc 7h47 du matin. Donc pour faire votre nouvelle lune, essayez
d'être prêt vers 7h40 en méditation, au moins vers 7h40, sinon vers 7h30 si vous voulez. Et il faut vraiment, si vous voulez méditer 1 heure, parce qu'elle est très très puissante, ça vaut le coup de... ceux qui veulent avancer en méditation, il y aura vraiment des révélations, peut-être même des gens qui s'éveilleront avec cette nouvelle lune, parce qu'elle est très 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 profonde et très équilibrante, il y a une grande paix en profondeur qui peut arriver, et en même temps une grande inspiration. Donc c'est une nouvelle lune très puissante, c'est peut-être la plus puissante de l'année. Elle aura lieu à 28°12, donc du Scorpion. Alors, pour finir, pour ceux qui veulent méditer, à Paris, le lever du soleil est à 8h13, donc seulement 25 minutes après. À Bruxelles aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Berlin, par contre, le lever du soleil a lieu à 7h44. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura carrément une conjonction du lever du soleil et du lever donc de la nouvelle lune en même temps à Berlin. Donc, ça veut dire que l'Allemagne va être l'endroit où cette nouvelle lune va être la plus active, et donc mais toute l'Europe est concernée. Voilà, Rome c'est 7h10, alors Rome le lever du soleil c'est 7h10 et la nouvelle lune à 7h47, donc ils auront cette nouvelle lune pas dans la même maison 12. Donc voilà, pour donner un petit résumé des moments où vous pouvez méditer. Ne loupez pas le lever du soleil, puisque au moment où le lever du soleil, évidemment, alors la méditation de la nouvelle lune, c'est celle où vous plantez le germe pour 1 mois. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Il faut vraiment la faire à l'heure indiquée, parce que c'est vraiment le moment où le germe se plante pour 1 mois. Donc exceptionnellement, même si vous n'êtes pas du matin, c'est intéressant de se lever à ce moment-là pour vraiment avoir ce germe. Et ensuite, reméditer, ou si vous avez une pratique qui vous permet de rester 1 heure tranquille, avec des mantras ou des chants, si vous voulez, restez assis dans votre méditation jusqu'à vivre le lever du soleil en pleine conscience également. Et ça sera très différent parce que le lever du soleil va charger plutôt votre corps, alors que la nouvelle lune va charge en fait, c'est la lune qui vient se recharger dans le soleil, c'est-à-dire ça recharge votre conscience, alors que au moment où cette nouvelle lune se lèvera, peu après, ça rechargera votre corps, vos batteries, et ça vous permettra de commencer la journée avec cette information nouvelle. Alors, quelle était cette information? Eh bien, 28-12 degrés Scorpion. Il y a donc, elle sera conjointe à Mercure rétrograde et conjointe à la Lune noire, aux 2 lunes noires même. Donc, c'est une déconjonction assez étroite, tout ça. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment... C'est initiatique. Quand les lunes noires comme ça sont conjointes au soleil, il peut y avoir des épreuves, surtout qu'on est en Scorpion, que la lune noire est très forte en Scorpion. Il peut y avoir des épreuves et quelque chose qui nous dit attention, là il faut changer, il faut transmuter, il faut se transformer, il faut passer à autre chose. Très important. L'ascendant est à 23,5 du Scorpion, donc c'est la conjonction avec la nouvelle lune est assez proche, de 23 à 28,5, pardon. On n'a que 5 degrés, c'est largement une conjonction puissante. Donc même si vous n'êtes pas à Berlin, où la conjonction sera pratiquement exacte, sur le même degré, là on a vraiment, pour Paris, donc pour toute la France, une transformation en Scorpion, quelque chose qui doit mourir pour renaître, une crise salutaire, qui a lieu pour tout le monde. Voilà. Alors, voilà. Alors, le fait que ce soit en Scorpion va jouer, en renforçant la lune noire, mais par contre, ça va affaiblir la lune, qui elle-même est en train de recharger dans le soleil. Donc, il y a une notion vraiment de mort-renaissance très puissante. Est-ce qu'il y aura quelque chose, étant donné que cette conjonction a lieu en opposition à Uranus, qui est lui exactement sur le degré critique du Taureau, fin Taureau. Je rappelle que tant qu'Uranus est en Taureau, heureusement il le quitte bientôt, mais tant qu'il est en Taureau, il a tendance à favoriser les systèmes dictatoriaux et les systèmes d'extrême droite. Donc, est-ce qu'il y aura, en vertu de l'anniversaire du Bataclan là, qui a donné lieu à des commémorations, est-ce que, étant donné qu'il y avait beaucoup de surveillance partout, parce qu'ils avaient peur que certains islamistes ne profitent de cet anniversaire du Bataclan pour renouer avec l'horreur,
là, il est possible qu'il y ait effectivement beaucoup d'énervement, beaucoup de révolte, et qu'il y ait quelque chose qui vienne en face manifester son mécontentement de manière assez radicale. Alors, c'est pareil, ça peut être soit de la violence directe venant en tout cas de l'extrême droite, puisque Hura Santoro, ça favorise, on va dire, les mouvements d'autoritarisme, de maintien de certains privilèges, etc. Ça peut être aussi une réaction violente, puisque l'axe taureau-scorpion, c'est l'axe quand même aussi du maintien de l'ordre, et on n'a pas été en peine ces derniers temps, on n'a pas été déçus de ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu une vidéo de la gendarmerie qui est sortie, qui date de 2 ans, qui date des événements de Sainte-Soline, où on voit le massacre qui a eu lieu par des gendarmes qui se croyaient au tir au lapin et qui tiraient directement dans la gueule de gens qui étaient tranquillement en train de manifester de manière très pacifique, contrairement à ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, qui a prétendu qu'il y avait eu des violences. Oui, il y a eu des violences, mais parce que quand il y a une telle... ils ont canardé de manière extrêmement cruelle, extrêmement sans raison, évidemment. Il y a certaines personnes qui fuient, et puis il y a d'autres que ça met très en colère et qui peuvent passer à des actes d'autodéfense, tout simplement. Donc c'est exactement l'inverse de ce qui se passe d'habitude, ou ce qu'on nous dit qui se passe d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des vilains manifestants et que la police est obligée d'intervenir pour maintenir l'ordre. Là, c'est l'inverse. La police... alors, il y a Pierre-Emmanuel Barré qui a été... pas condamné, mais attaqué, parce qu'il a dit, bah oui, c'était des djihadistes qui... Oui, il a dit que oui, c'était comme ils étaient encagoulés, violents, et qui semaient la haine et la violence, et qui sans raison sur des innocents, ce sont comme des terroristes ou des djihadistes. Et il a rajouté avec la sécurité de l'emploi en plus, c'est génial. Donc c'est un humour noir, certes, mais enfin bon, voilà, il n'a pas plu au gouvernement qui s'est mis à attaquer, alors que normalement le droit de faire de l'humour, surtout quand il y a des circonstances comme ça, on retrouve la même attaque contre, il y avait eu à France Inter contre Guillaume Meurice qui avait traité Netanyahou de nazi sans prépuce, ce qui était bien vu le génocide en cours, mais ça a été fortement réprimé. Donc ça, c'est intéressant de voir que face au terrorisme d'État, ce qu'il faut bien appeler un terrorisme d'État, là, il y a des boucliers qui se lèvent, des boucliers serrés contre les humoristes, finalement, c'est ce que disait un peu Christophe Alévèque, qui fait des très bons... Je vous conseille aussi son dernier spectacle. Bon ben voilà, si on veut être informé, il faut s'adresser aux humoristes, et puis si on veut rigoler un peu, il faut regarder ce que font les médias ou le Parlement. Donc effectivement, ça devient tellement ridicule qu'effectivement, les humoristes, on leur pique leur boulot. Mais par contre, les humoristes, il leur reste comme boulot de réinformer, de refaire de l'information de ce qui s'est réellement passé. C'est intéressant, mais c'est une situation vraiment à l'envers, on pourrait dire. Bon, regardez les images qui ont été filmées par la gendarmerie et vous verrez qu'il ne s'agit pas d'opinion extrémiste dans ce que je dis, il s'agit vraiment de faits. Et les faits réels sont toujours plus intéressants que les discours ou les opinions qui sont mises par-dessus. Quand on voit ce que partagent les CRS entre eux, les gendarmeries mobiles, ce qu'ils partagent comme opinion entre eux, ce sont clairement des opinions d'extrême droite ou de petits nazis qui rigolent entre eux. Donc c'est assez affligeant que ce soit des gens comme ça qui se retrouvent pour maintenir l'ordre, que ce soit des gens qui ont des opinions d'extrême droite extrêmement marquées, même limite nazisme, quoi. Donc c'est ce qu'on a comme police en France actuellement. Il ne faut pas se demander vers où ça va, sachant que l'État est obligé de défendre ses policiers pour maintenir l'ordre. L'État se retrouve obligé de défendre l'extrême droite. C'est intéressant de noter ça. Je vous mettrai aussi sous l'audio des liens aussi avec un article, enfin un reportage de Blast sur les armes soniques qui ont été utilisées aussi bien en Serbie, où là ça a été très très filmé, donc ça a été bien reconnu, mais également en France, où il y a un petit film aussi. Donc c'est très intéressant de voir que il y a des nouvelles armes qui sont faites pour
alors qui sont plus douces, soi-disant, mais qui sont faites pour choquer profondément, pour traumatiser les gens et leur faire très peur. On peut penser aussi aux armes avec les ondes électromagnétiques. C'est un peu le même résultat. On est dans des niveaux d'intensité de vibratoire tellement forts que, en fait, il y a les mêmes manifestations que dans l'EHS, l'électro-hypersensibilité, c'est-à-dire des brûlures de la peau, des angoisses, un dérèglement du système nerveux extrêmement profond, organisé par des ondes. Bon, pour les électro-hypersensibles, il s'agit d'un phénomène d'allergie à ce phénomène d'ondes, alors que là, il s'agit d'augmenter la puissance de ces ondes pour les rendre complètement, et de les choisir de manière à les rendre complètement délétères, complètement dangereuses pour la santé humaine. Bon, évidemment, si les moyens de répression des forces dites de l'ordre, qui dans ce cas-là sont plutôt des forces du désordre, deviennent aussi puissants, c'est assez inquiétant par rapport à la défense du vivant, puisque je vous mets aussi le film de Vincent, le vivant qui se défend, qui est un documentaire magnifique qu'il faut vraiment voir et qu'il faut faire connaître partout, parce que c'est vraiment... Et ça montre un petit peu où on en est de cette espèce de terrorisme d'État, finalement, qui ne respecte plus, en fait, le vivant, ni les humains. Donc on a quelque chose là qui aboutit à une crise, et le thème actuel est un thème de crise en profondeur. C'est-à-dire comment peut-on savoir, en méditant, en se demandant, en introspection, en rentrant en introspection, quel est le monde dans lequel on veut vivre demain, comment vivre aujourd'hui, dès aujourd'hui, les valeurs, la culture, l'aspect spirituel ou religieux, si on veut aussi, qui tient vraiment la route, qui peut vraiment être utile pour l'avenir du monde. C'est vraiment, on est comme devant un seuil, quoi. Ce seuil peut se manifester sous forme de, bon là, c'est que des signes d'eau, donc on peut penser qu'il peut y avoir des inondations aussi. Là, pour l'instant, c'est très très sec, puis il se peut très bien que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui déclenche l'inondation, puisque au lieu de parler de changement climatique, il faudrait parler de chaos climatique. Donc ça, c'est net qu'en fait, c'est des inondations, des incendies, des chaleurs extrêmes. Il pourrait même y avoir des froids extrêmes, parce que c'est un dérèglement, c'est un dérèglement. Ça veut dire qu'en fait, le côté lisse des saisons, qui respectent un rythme naturel, est complètement secoué, quoi, et donc il peut y avoir des excès dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir par exemple un ralentissement du Gulf Stream, ce qui fait que comme on est à la même hauteur à peu près que Québec ou Terre-Neuve presque, et qu'on est réchauffé sur l'Europe par ce courant, on sait pas du tout dans combien de temps il va s'arrêter. Tant qu'il s'arrête pas, au contraire, ça protège des régions de l'ouest de l'Europe et même de l'extrême ouest contre tous les excès de chaleur, en maintenant des précipitations. Mais si le Gulf Stream s'arrête à cause de ces changements climatiques, on aura l'inverse. On aura des températures qui vont se mettre à descendre brusquement et à passer dans des extrêmes de froid. Voilà, donc cette question d'écologie est très très forte, puisque là, il y a, pour le thème de la France, le milieu du ciel est en vierge, avec le nœud sud, Orcus et Apollon. Orcus et Apollon étant perpétuellement en conjonction, ce qui fait qu'à la fois, il y a un attrait pour l'écologie, et en même temps, elle fait repoussoir, puisque dans un cas de crise monétaire, d'inflation et tout ça, les gens n'ont pas du tout envie de payer pour l'écologie. Et donc elle devient une espèce d'épouvantail. Alors ça, c'est un calcul aussi très machiavélique de Macron, de n'avoir fait en guise de loi écologique que des lois extrêmement antipopulaires, qui consistent à prendre encore une fois l'argent dans la poche des pauvres. Vous dire, il faut, puisque faut sauver le climat, donc il faut bien que je vous prenne de l'argent. En fait, c'est exactement l'inverse de l'écologie, puisque l'écologie est forcément sociétale. Beaucoup de déséquilibres écologiques sont dus justement au fait que des équilibres économiques très forts. Et par exemple, les migrations, au lieu de résoudre ça par de la violence, alors que ces gens fuient des pays qui sont détruits par des changements climatiques extrêmement profonds, beaucoup plus profonds que chez nous,
eh bien, voilà, on pourrait se demander comment résoudre leurs problèmes chez eux et comment faire pour maintenir les climats. La question sociale, la question de fin du mois, la question de fin du monde n'est pas du tout à opposer, c'est quelque chose qui est relié. Et évidemment, tant qu'on se mettra dans une espèce de blocos de Nantis qu'est l'Europe ou les États-Unis, en gardant les privilèges, en les augmentant financièrement parlant, en jouant sur la spéculation et la corruption, on risque d'aggraver tellement la misère de tous les pays du tiers-monde que le mouvement de l'immigration ne peut qu'augmenter, et pas une immigration choisie, une immigration de misère totale, de guerre et de misère. D'où la tentation, en tout cas dans l'esprit macronien et dans l'esprit de l'extrême droite et de la droite, d'abandonner totalement toute compassion vis-à-vis de réfugiés politiques, de gens qui fuient leur pays parce qu'ils sont en danger de mort, parce qu'ils ont défendu les droits de l'homme. La France était autrefois le pays des droits de l'homme, et en ce sens, elle se faisait un honneur de recevoir les militants politiques qui avaient lutté pour les droits de l'homme également, en leur permettant d'avoir une vie normale et non pas d'être assassinés dans leur propre pays, quand leur manière de défendre les droits humains avait échoué et qu'une dictature s'installait. Bon, maintenant c'est plus la peine, quoi. C'est de moins en moins vrai. Et il y a une espèce on lâche complètement l'idéal, on lâche complètement les valeurs. Et donc ça fait que des gens sont renvoyés dans leur pays alors qu'ils sont quelquefois renvoyés à la mort. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Alors, ce que je voulais parler, c'est un petit peu la grande question, le problème principal du changement de paradigme qui est installé par cette... Alors, ce grand trigone, il est un passage essentiel puisque la nouvelle lune est trigone à Jupiter rétrograde en Cancer, donc un trigone très exact, hein, à 25 entre 25 et 28, voilà, quelques 3-4 degrés, c'est tout. Et puis il est trigone aussi à Saturne, qui est rétrograde également, qui est lui fin du Poisson, collé à Neptune. Donc on a bien la manifestation extrêmement puissante, extrêmement visible en France d'une crise qui correspond à la mise en place de ce qui était demandé à la conjonction Saturne-Jupiter. Alors pour ça, il faut revenir en arrière, regarder quand est-ce qu'a eu lieu cette conjonction Saturne-Jupiter. Elle est hyper importante puisqu'elle a eu lieu en 2020, pratiquement pareil, 1 ou 2 jours avant la naissance de l'année 2021. Et elle a eu lieu sur le 1er degré du Verseau, là où maintenant il y a Pluton. Ce qui veut dire qu'en fait, on passe dans un état de réalisation possible, intellectuellement parlant, relationnellement parlant, commercialement parlant également, parce que je rappelle, le trigone est mercurien comme type d'aspect, le trigone ascendant comme ça. Et donc c'est le moment de réfléchir et de remettre tout en question, de manière à répondre à ce qui était proposé pendant la conjonction, c'est-à-dire il nous faut maintenant une organisation nouvelle du monde, une organisation plus basée sur la science. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Tout le monde se rappelle que la science a été plus ou moins bafouée, d'un côté par des erreurs d'injection, on va dire, très nombreuses, c'est-à-dire on a pris, parce que la vaccination peut être quelque chose de positif si elle s'applique bien, mais là elle a été prise comme une espèce de grand programme de panique mondiale qui n'a pas donné les résultats du tout qui ont été annoncés, parce qu'il y a eu beaucoup étant donné que les résultats n'étaient pas très bons, qu'il y avait eu un énorme ramdam pour ça, eh bien il y a eu une espèce de décision politique de cacher au peuple ces résultats pas très bons, de manière à maintenir ce grand mouvement collectif sanitaire, soi-disant, et qui a abouti à une catastrophe sanitaire qui se voit maintenant, puisque on est, je vous en reparlerai, on est dans le sextile de Saturne à Pluton. Bon là, il est un peu décollé, le sextile, il n'est plus là. Voilà, donc c'est pas ça qui va être le sujet principal ce mois-ci. Mais disons qu'on est dans la suite de ce qui s'est passé pendant la conjonction Saturne-Pluton de fin 2019 et début 2020, où il y a eu le confinement et tout ça. Donc on a vraiment
quelle est la suite? Alors la suite peut être l'explosion il y a deux projets en même temps, si vous voulez. Il y a un projet sociétal qui est on doit changer de civilisation, parce que si on va avoir une civilisation qui est autoritaire, où il va falloir mettre une puce sur les gens pour les obliger à se comporter comme il faut, comme font les Chinois, comme font une espèce de contrôle social par les ordinateurs, par la surveillance généralisée, par tout ça. Ou est-ce qu'on veut une société dans laquelle le verso représente la fraternité, représente le retour par la réflexion démocratique ensemble vers des modes de vie, vers des modes plus en accord avec l'humanité, avec la nature. Bon, évidemment, le trigone, lui, il n'est pas politique, il est énergétique, il est astrologique, donc il envoie l'énergie dans la direction d'un épanouissement. Et le Jupiter, qui est en Cancer, qui est en exaltation, mais il ne faut pas oublier que ces deux planètes, Saturne et Jupiter, sont rétrogrades, donc ils invitent plutôt au moment de cette nouvelle lune à revenir en arrière sur ce qu'on a fait et à nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc on risque d'avoir les vrais résultats de ce qui s'est passé en 2020 avec toute cette histoire. On va peut-être avoir enfin les vrais résultats qui vont être publiés. Alors, il y a une grande peur de le faire, puisque ça donnerait raison à ce qui a été appelé les complotistes, dont une grande partie était dans des délires manipulés par Poutine, et d'autres, les scientifiques en particulier, les vrais scientifiques, avaient de très bonnes raisons de s'alarmer et de tirer la sonnette d'alarme. Donc en fait, on a un mouvement comme ça d'épanouissement de ce qui a été conçu à ce moment-là, qui est comment peut-on organiser la société de manière à ce qu'il y ait plus de connaissances, parce que ça a abouti à une explosion de la connaissance, puis en même temps, le confinement a créé une espèce on pourrait dire, les gens, ne sachant plus quoi faire chez eux enfermés, avec pas le droit de sortir, se sont mis à pratiquer le yoga, la méditation. Il y a eu vraiment un mouvement en verso, quoi, un mouvement de connaissance, plutôt que de me plaindre ou d'avoir peur pour ma santé, d'attraper ce virus réputé à l'époque extrêmement mortel. Eh bien, autant maintenir une bonne santé chez moi, au lieu de courir comme un lapin tous les matins dans le métro pour aller à mon boulot, là. Donc il y a eu une montée aussi de l'informatique, puisque tout le monde s'est mis à travailler donc en distanciel. Donc on a l'idée d'une société où on pourrait être tranquille chez soi, à travailler sans forcément faire des déplacements énormes partout, perdre 1 heure ou des fois 2 heures pour certains dans les déplacements qui sont pas payés évidemment, et avoir un fonctionnement plus souple où on fait confiance aux salariés qui travaillent chez lui, parce que évidemment en France on ne pouvait pas faire confiance. Si le salarié on le laisse chez lui, qu'il n'est pas surveillé par un contremaître et un patron et un double contremaître et un directeur de relations humaines, forcément il va tricher, il va rien faire, ça va être un feignant. Donc il a fallu faire confiance en fait aux gens, mais on leur a pas fait confiance pour le fait de bien vouloir passer à la case injection ou pas, puisqu'on peut pas parler de vaccination dans ces cas-là, puisque c'était pas vraiment le cas, puisque c'était un essai à grandeur mondiale sur une nouvelle formule qui s'appelle l'ARN messager. Donc ça, voilà, donc ça c'est vraiment, les essais n'étaient pas terminés, hein, je rappelle. Donc et d'ailleurs ils sont toujours pas terminés, mais on en lance d'autres, alors que les résultats sont peu probants. Donc on est dans une phase où la vérité doit apparaître à ce sujet-là, où la question du travail en distanciel pose la question également des ondes. Les ondes électromagnétiques ont été multipliées par 2 ou 3 depuis. Et maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Pluton arrivant sur ce point du début du Verseau nous met en face du truc le plus délirant possible, c'est-à-dire quelque chose qui va consommer 10 fois plus que tous les ordinateurs du monde. Parce que tout le monde va se mettre à interroger l'intelligence artificielle, les gamins pour faire leurs devoirs, n'importe qui pour rédiger une lettre administrative. C'est pratique, ça marche bien. C'est une invention géniale, certes, mais le résultat, c'est qu'elle va multiplier par 10 ou par 3 pour le moment, mais ça va rapidement passer à 10 le besoin en énergie, et donc mettre à bas totalement tous les efforts qui sont demandés à l'humanité pour éviter la catastrophe climatique qui est déjà en cours. Actuellement, l'informatique
à cause de l'IA, c'est, je crois, la même consommation que le Japon. Oui, oui, c'est Ça ne fait donc je aucun répète parce que je sais pas si c'est entendu, la consommation due à l'IA et à tous les serveurs dans le monde, c'est équivalent à la consommation d'un grand pays très industrialisé et très peuplé comme le Japon. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'on est en train au lieu de diminuer notre consommation d'énergie, on l'augmente. Alors évidemment, ah oui, on va dire c'est l'électricité c'est propre, oui, mais ça dépend comment on la fabrique. Et donc, encore une fois, on va dire, oui, mais l'électricité décarbonée, le nucléaire c'est décarboné. On retrouve encore cette fameuse histoire entre le nucléaire et puis le charbon. Bah évidemment, le nucléaire n'est beaucoup moins carboné que le charbon, mais c'est un moyen extrêmement dangereux pour l'avenir de l'humanité. Et donc, on n'a pas, ça correspond pas du tout aux énergies renouvelables. L'uranium n'est pas renouvelable. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe en Afrique, on voit que Poutine est en train de noyauter toute l'Afrique du central, où il y a à peu près Niger, tout ça, Mali, tout ça, où il y a les mines d'uranium ou d'autres mines de métaux rares, tout ça. Et il est en train de noyauter tous ces pays avec des manipulations collectives pour faire qu'ils sortent du giron de la France-Afrique, qui, comme son nom l'indique, est une France du fric. Et donc, et pour déclencher des révoltes contre le colonialisme français, qui est certes indéniable du point de vue, on est passé d'un colonialisme militaire ou catholique à un colonialisme économique très très net. Et là, qu'est-ce que veut faire Poutine? Évidemment, il veut libérer les peuples de tout ça, et pour les remplacer par quoi? Par des dictatures, quoi, évidemment. Donc les pauvres Africains se font embarquer dans des révoltes qui sont extrêmement bien organisées, et une fois qu'ils ont renversé le pouvoir, on met à la place un dictateur, et ben ils vont s'en mordre les doigts, les pauvres. Mais bon, c'est comme ça, c'est le système poutinien comme je l'ai indiqué, qui est le système mafieux mondialisé qui est en train de s'installer partout, et dont Trump n'est qu'un exemplaire, avec le pays le plus puissant militairement et financièrement. Donc c'est très spectaculaire sur le monde, mais c'est la méthode Poutine, hein, c'est pas lui qui a inventé cette méthode-là, bien qu'il prétend imiter le comportement d'un promoteur. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler sur ce grand trigone d'eau? Donc la méditation, évidemment, il faut vraiment se plonger le plus possible en méditation ce mois-ci, parce que dans votre vie personnelle, les projets représentés par ce Jupiter rétrograde en Cancer, il va falloir les remettre en question, les revoir, les réviser, pour qu'ils puissent être en accord avec des valeurs plus profondes. Saturne et Neptune en Poisson, des valeurs qui soient généreuses, qui soient en accord avec un monde nouveau finalement. Et Neptune en plus est quand même sextile à ce Pluton en Verseau, ce qui fait que il s'agit pas non plus de refuser complètement tout progrès. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être très très utile dans un cadre d'une recherche scientifique pour permettre de rassembler des données, mais c'est pas comme ça qu'elle est utilisée pour l'instant. Hein. C'est plutôt des questions un peu idiotes qui sont posées, ou de la créativité un peu stupide. Ah tiens, dessine-moi déformé en train de danser le jerk au milieu des bananiers. Bon voilà, une demande stupide. Bon bah voilà, l'intelligence artificielle va le faire. Et ça va coûter un bras d'énergie, et donc il faudra, pour faire marcher ces centrales nucléaires, d'ailleurs ils sont en train aux États-Unis de renforcer à nouveau de réouvrir les centrales à charbon grâce à Trump, pour pouvoir fournir ces data centers, ces centres de données. Donc voilà pour le côté négatif. Sur le côté positif, c'est évidemment, si vous méditez et que vous travaillez sur les valeurs de transformation, hein, c'est le moment, quoi. Dans quelle culture, dans quelle société on veut vivre, c'est vraiment le moment de se poser la question. Alors, je voulais vous parler du problème principal du changement de paradigme, qui va se poser vraiment très fort à ce moment-là, parce que on a par exemple Proserpine qui est trigone à Vénus, une conjonction Vénus-Poséidon en Poisson, Proserpine étant l'octave supérieure, on pourrait dire, de Vénus. Donc Vénus en Scorpion est assez mal, hein. C'est en maison 12 en France, donc il y a des inspirations d'écoféminisme, quoi, de tenir compte du féminin de l'humain, c'est-à-dire du ressenti, de la nature, de vivre en accord avec des vraies valeurs qui protègent l'humanité. Et ben, il y a un beau trigone dans des maisons d'eau également,
trigone d'eau en maison 8 et maison 12. Et ça aussi, c'est trigone à Nessus, donc ce qui fait que la question de la pollution et des esprits également va être extrêmement à l'ordre du jour. Donc, ce changement de paradigme, est-ce qu'il peut être démocratique ou non? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il va être antidémocratique? C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une société numérisée, dans un techno-féodalisme inventé pour ses propres besoins par Musk et compagnie, et donc et Peter Thiel et des gens comme ça, Amazon, voilà, je vous passe tous ce qu'on a appelé les GAFAM. Ou est-ce que ça va être du côté du peuple? Ou est-ce qu'au contraire les peuples vont être manipulés au possible par ça? Donc il faut se poser la question des manipulations mentales. Il y en a beaucoup. Alors là aussi, tous les gens qui comme dans la revue Nexus, il y a beaucoup d'articles là-dessus qui parlent un petit peu de ces manipulations mentales, mais quelquefois c'est un peu exagéré. On fait comme si certaines manipulations extrêmement techniques et qui sont probablement effectivement désirées par certains fous qui sont actuellement au pouvoir, mais en réalité c'est pas encore aussi avancé que veulent le dire. En tout cas, les intentions qui sont derrière sont peu louables, mais sont surtout liées, comme d'habitude, au capitalisme et à l'attrait de l'argent, plus qu'à un désir comme on entend le dire, de détruire l'humanité, de dépeupler la terre pour je sais pas quoi. Enfin bon, c'est souvent un manque de réflexion, des simplismes qui permettent de dire des choses comme ça et non pas une analyse de ce qui se passe vraiment. Par contre, que le néolibéralisme soit extrêmement destructeur et qu'il ait besoin de manipulation mentale, on n'est qu'à parler simplement de la pub ou de l'argent, l'argent énorme qu'il y a besoin pour les campagnes électorales et qui doit être pris où ça, dans la poche de ceux qui en ont trop et qui ne payent pas d'impôts. Et puis, voilà. Donc, il y a toute une organisation du système, et puis les médias également. C'est pas un hasard si les multimilliardaires sont en train d'acheter des médias et de faire parler des marionnettes comme Pascal Pro ou comme ça, pour leur faire dire exactement ce que eux ils ont besoin pour maintenir ces privilèges éhontés. Donc, il va y avoir, ces manipulations mentales vont créer des érégores. Alors, ces manipulations mentales, d'où elles viennent déjà? Il faut savoir qu'elles ont été créées, on pourrait remonter à la création en 1917 de la Tchéka, c'est-à-dire qu'en fait, qui a donné la GPU après, qui a donné le NKVD, qui a donné le KGB, qui a donné le FSB, tout ça c'est des noms différents qui dans la Russie ancienne, hein, la Tchéka de Jarzynski, c'est ce qui va être organisé pour une espèce de police politique qui va permettre d'éliminer tous les capitalistes qui voudraient empêcher la révolution prolétarienne bolchevique d'avoir lieu. Alors évidemment, très vite ça va déraper, c'est-à-dire qu'il y a des mencheviks qui vont être tués, tout ça, et il va y avoir un début de lavage de cerveau qui va accompagner. Donc c'est la création, on pourrait dire, des premiers services secrets d'intoxication, on pourrait dire, qui vont, bien que le tsar était très doué pour ça aussi. Je rappelle le protocole des sages de Sion, qui est une invention des services secrets du tsar russe et non pas des bolcheviks comme on pourrait le croire. Mais la Russie est un pays poisson neptunien, donc il y a toujours, ils sont toujours en tête pour ce qui est de travailler sur la manipulation mentale, quoi. Donc en 1954, ça devient le KGB, juste après la mort de Staline, mais c'est la même chose qui continue. Et les Américains, voyant cette espèce ces artistes de la manipulation mentale et de l'espionnage innover en fait très fortement dans la maîtrise en fait des cerveaux humains, la CIA va être inventée du côté américain pour faire contrepoids. Est-ce que l'élève va dépasser le maître? On peut se le demander quelquefois, puisque il y a eu, on connaît toutes les histoires de la chasse aux sorcières au moment de la guerre froide, où la CIA, ou le FBI, tout ça. Quand on peut penser à Edgar Hoover, quoi, tout ça. Enfin, il y a eu des exemplaires
enfin c'est le plus connu, mais il y a eu des exemplaires d'action de la CIA complètement horribles, quoi. Bon, 11 septembre, rappelez-vous du 11 septembre, alors tout le monde pense autour, parce que maintenant il y a beaucoup de jeunes qui savent. Le 11 septembre de 73, c'est le renversement de Allende, un gouvernement socialiste, pas du tout communiste, hein, socialiste, c'est-à-dire un gouvernement qui était pour ramener les biens au peuple, renversé par un coup d'État de Pinochet, un coup d'État fasciste entièrement organisé par la CIA. C'est la CIA qui a organisé les légions Condor, qui étaient des légions d'extrême droite, qui ont ratissé toute l'Amérique du Sud pour que ça reste complètement dans le giron américain, un colonialisme agressif, utilisant des fascismes locaux ou des dictateurs pour éviter qu'il y ait des socialistes qui apparaissaient dans ces régions qui étaient quand même, avec les Indiens, les peuples indiens et tout ça, il y a une grande tendance à la communauté, à faire attention à protéger la nature et à protéger les relations humaines. Et donc, c'était un terreau idéal pour le socialisme. Et évidemment, ça a été réprimé dans le sang par la CIA. Donc, si vous voulez, il faut pas dire ah, la CIA et les Russes sont gentils, ou l'inverse, Poutine c'est un salaud, et puis de l'autre côté, voilà, c'est démocratique. Il faut bien voir que dans tous ces pays-là, tout le XXe siècle, un siècle plutonien, a fait monter en fait des manipulations mentales extrêmement puissantes et dangereuses. Je ne vais pas les citer, mais simplement, sur France Culture, il y a eu le 9 novembre 2025, il y a eu une histoire truculente. Ils ont parlé d'Yuri Bezmenov, un agent du KGB qui est passé à l'Ouest et qui était un agent très, très renseigné sur ces histoires-là, et qui a annoncé un peu Poutine, finalement. Poutine, le grand roi des frayeurs, donc le grand roi, c'est un maître des frayeurs, le KGB, le FSB, c'est pareil. Il a révélé quelles étaient les techniques de subversion, c'est-à-dire qu'il y avait 4 mesures actives de manipulation. Vous retrouvez ça dans le bouquin Le Mage du Kremlin. C'est des manipulations qu'on pourrait dire presque diaboliques, dans le sens que diabolein, ça veut dire séparer, disséquer, dissoudre, quoi, détruire. Alors que symbolein, ça veut dire ce qui a donné les symboles. En astrologie, on lit scientifiquement des phrases faites par des symboles astrologiques qui sont donc et les symboles, au contraire, réunissent, ils donnent un sens, ils permettent de savoir vers où on va. Donc là, c'est carrément diabolique. Il y a 4 mesures actives de manipulation. La première, c'est la démoralisation. Il faut 15-20 ans pour démoraliser un pays, c'est-à-dire il faut lui faire douter de ses valeurs idéales. Il faut que toutes ces valeurs idéales, ces valeurs donc essentielles, qui sont présentes dans l'éducation et tout ça, qu'elles soient complètement décriées et que les gens finalement n'y croient plus. Donc qu'il y ait une espèce de carence d'idéal que petit à petit on se dise c'est foutu, qu'il y ait une espèce de cynisme qui apparaisse et un dégoût un petit peu de tout ce qui fait. Donc ça fait tomber en fait, on pourrait dire le côté patriote du pays. Alors, faut pas confondre le nationalisme avec le patriotisme. Le patriotisme, c'est défendre son pays, ses valeurs. Ça peut être aussi des fois défendre sa région, comme les Bretons l'ont fait quelquefois. C'est-à-dire, en fait, défendre en fait en quoi certaines valeurs ne doivent pas être détruites par le voisin, quoi, on va dire. Alors que le nationalisme, c'est une espèce d'excitation extrêmement agressive pour dire c'est contre les autres, c'est pas un processus de défense, c'est un processus d'attaque. C'est un processus que Mitterrand disait le nationalisme c'est la guerre, il avait pas tort. C'est-à-dire que c'est un processus par lequel on attaque en fait l'autre parce qu'on est les meilleurs. Hein. On trouve le nationalisme qui s'exacerbe dans le sport quelquefois. Alors on dit que ça évite des guerres, mais enfin bon, c'est quand même comme ça excite le nationalisme et ça amène une espèce de démoralisation, c'est-à-dire que les gens perdent leur morale et deviennent complètement fanatiques aussi bien d'un club de foot que d'un parti, que ce soit bon, voilà. Petit à petit, on va comme ça descendre petit à petit au ras des pâquerettes. Ils disent il faut 15-20 ans pour faire ça. Ensuite, la deuxième phase, c'est la déstabilisation. Alors économique, sociale, éducative, au niveau de la défense aussi. Donc les valeurs éducatives, elles ont déjà tombé, hein, et on va continuer à déstabiliser et on va aider tous les conflits politiques qui peuvent exister en démocratie, parce que les démocraties ont ceci comme faiblesse, c'est que il y a des discussions et des conflits, des assemblées où ils s'écharpent entre eux,
et ça va être vu comme quelque chose par ceux qui font ces manœuvres de subversion. On va apprendre aux gens à voir que si ça se bagarre comme ça, c'est pas bien. Oui, ça serait mieux qu'il y ait un chef et que tout le monde obéisse et que comme ça, il n'y aurait pas de discussion. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. S'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas non plus de conflits à l'Assemblée qui nous font honte, quoi. Donc, on va déstabiliser le pays à plein de niveaux dans toutes ces structures institutionnelles grâce à des conflits qu'on va semer partout. Ensuite, la troisième phase, c'est la crise. Tout d'un coup, il y a un chaos qui arrive. La crise aboutit complètement. Et là, ça ressemble beaucoup à ce que enseigne Naomi Klein dans son bouquin La stratégie du choc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des processus dans lesquels le chaos devient le moyen par lequel on va renverser définitivement par des crises toutes les institutions précédentes. On va les rendre inutiles. Les services sociaux, les services publics, tout ça, les hôpitaux, tout dégringole, tout est complètement cassé, de manière à installer en fait des systèmes qui vont être extrêmement d'un rapport double du point de vue d'entreprise privée. On a l'exemple de ça qui est pas très fort en France parce on est resté protégé de ça, enfin plus maintenant, mais on a l'exemple avec les autoroutes, quoi, qui sont des moyens de se déplacer, qui normalement devraient être un service public, qui au contraire quelque chose qui enrichit quelques-uns sans fin. Alors que voilà, ça devrait être, c'est valable pour l'eau, c'est valable pour l'électricité, pour les chemins de fer, enfin tout ce qui sert aux gens à se déplacer ou à se nourrir devrait être service public évidemment, mais bon, et si vous introduisez des gens qui ont intérêt à gagner de l'argent tout en trompant les clients pour les obliger à acheter un truc qui sert à rien, ben forcément ça peut pas être moral. Au bout d'un moment, il y a une trahison de ce qu'était ce service au début, et puis il y en a évidemment qui vont en souffrir, c'est des gens sur le terrain. Voilà. Donc, et la quatrième phase, c'est la normalisation, c'est-à-dire une normalisation en général autoritaire. On installe un dictateur, on installe un système autoritaire, et là, alors, regardez bien où est appliqué ce système, démoralisation, puis ensuite déstabilisation, puis ensuite crise, chaos, auquel on répond par une normalisation autoritaire. Si vous regardez les quatre cavaliers d'Apocalypse, vous regardez les USA, Grande-Bretagne, vous regardez la France, vous regardez Israël, Iran, vous regardez la Chine, vous avez ces systèmes sont en place partout. Donc le système qui était celui de la subversion organisée par des services secrets pour faire tomber, pour manipuler des pays étrangers, est maintenant partout. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a c'est une guerre culturelle qui est appuyée sur la tendance à l'autodestruction de la pensée critique. C'est-à-dire, on utilise la pensée critique, et la pensée démocratique, c'est une pensée critique, c'est-à-dire, on va la pousser dans des excès, et du coup, cette pensée critique va être éteinte par l'excès de critique. C'est-à-dire, on va mettre tellement à critiquer, à être mécontent, à être dans le ressentiment, dont je parle souvent. Lisez Psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich, qui est sorti en 1933, qui avait prévu tout le montée du fascisme, tout ça. On est à chaque fois que vous avez un cycle de 84 ans, c'était Uranus en taureau. Hein. Donc Uranus est à nouveau en taureau. Heureusement, il va le quitter bientôt. Il a déjà fait un petit tour en Gémeaux, mais il faudra attendre le début du printemps pour qu'il redémarre dans le Gémeaux. Donc, la pensée critique devient autodestructive. C'est-à-dire, on se dégoûte soi-même à force de critiquer, quoi. On ne croit plus en rien. Et du coup, on ne croit plus non plus dans sa propre culture. Bon, liberté, égalité, fraternité, c'est bidon, quoi. Il y a que le fric qui compte, tout est pourri, tout ça. On finit par adhérer à quelque chose d'extrêmement critique, mais pas au sens critiquer par habileté de la pensée pour dévoiler ce qui est truqué ou ce qui est trompeur, mais critiquer simplement pour se vautrer en fait dans une espèce de violence mentale qui dit tout est pourri, j'en veux plus, je suis dégoûté. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu a écrit l'art de la guerre. Il disait l'art de la guerre, c'est l'art de la duperie, c'est-à-dire c'est tromper, quoi. Donc voilà, ça. Comment résister à ça? Alors oui, pour terminer là-dessus, bon, la Macronie est quand même bien dans ce système aussi. Hein. C'est-à-dire que les politiques de Macron entièrement au service des plus riches, avec des cadeaux énormes, des sommes énormes qui ont été versées en 2020 aux grandes entreprises, mais pas aux plus petites, et l'impossibilité de récupérer cet argent quand il y en a besoin.
montre qu'on est rendu très très loin dans ces manipulations également. J'avais dit à ce sujet la dernière fois que Macron était mort, d'un point de vue, si vous voyez le vote par le Parlement par rapport aux réformes, sa réforme des retraites, on voit que son bilan depuis 10 ans est nul, quoi. C'est-à-dire que plus personne ne veut de cette réforme, c'est en train de piétiner de manière. Puis en Europe, il est en train de perdre son influence très très fortement, parce que c'est Van der Leyen, qui est en train de signer le Mercosur, et Macron, la France devrait normalement s'opposer fermement à cause de ces nombreux agriculteurs, et puis c'est pas du tout ce qui se passe. Dans la relation à l'Algérie, c'est l'Allemagne qui a tout résolu et pas la France. Petit à petit, on voit l'Allemagne monter, les USA qui montent, la Chine, l'Union européenne et la France en train de dégringoler très très fortement, ce qui peut engendrer des réactions inverses, des réactions de nationalisme stupide. Donc à chaque fois qu'il y a des manipulations mentales, la pensée humaine étant manipulée, ça crée des égrégores inconscients. Il y a 3 égrégores principales. Il y a les égrégores religieux, ou les sectes si vous voulez, qui sont des espèces qui deviennent complètement dogmatiques. Donc ça veut dire c'est un égrégore de fausse spiritualité qui augmente. Vous avez un égrégore inconscient aussi au niveau des technosciences. Il n'y a plus personne qui ne scrolle pas sur son mobile. Et le soir dans le métro, on voit des moines priant partout sur leur mobile, qui sont tous en train de scroller sans fin, comme s'ils faisaient un malin, un chapelet de prière à un nouveau Dieu. Donc ça, c'est une fausse conscience que ça. C'est-à-dire que la conscience, la capacité de réfléchir en lisant simplement ou en réfléchissant par soi-même n'est plus là. Avec TikTok, ça fait toc-toc dans le cerveau, quoi. Et puis il y a les médias qui deviennent serviles. Là aussi, une trahison, une espèce d'égrégore de processus de médias qui n'osent plus, pour pas perdre leur métier, critiquer ce qu'ils devraient critiquer, et qui se contentent des critiques officielles qu'il faut faire. Ben voilà, on nous rabat les oreilles avec l'écologie et le féminisme, mais évidemment c'est des combats absolument nécessaires, mais c'est tellement les seuls sujets autorisés, et encore pas tout, puisque si vous regardez le film Le Vivant qui se défend, vous verrez que la vraie écologie, ce qu'elle est obligée de faire pour avancer, comme voilà, les soulèvements de la terre, tout ça, c'est des groupes militants ou des ONG comme Greenpeace qui font un travail formidable, mais l'écologie qu'on nous propose sur les médias dominants, c'est pas du tout ça, hein, c'est des trucs beaucoup plus au ras des pâquerettes. Donc les médias serviles, ça organise quoi? Ça organise aussi quelque chose de faux, c'est-à-dire des fake news. Et si vous regardez l'union de ces 3 fausses spiritualités, fausses réflexions, fausses sciences, on va dire, fausse conscience donc aussi, et fake news, les 3 ensemble, ça va créer un faux self. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus une fausse personnalité, un personnage qui souffre de ces trois influences, de ces 3 poisons, et donc et qui va souffrir dans le temps cyclique, c'est-à-dire ces aspects que je décris en astrologie ne sont plus l'occasion, même si c'est des magnifiques trigones, de se sentir évoluer en spiritualité, puisque tout est faux. Au contraire, il y a une identification de plus en plus puissante, de plus en plus maladive, j'ai envie de dire, à un égocentrisme fort. Donc vous avez une séparation qui a lieu entre des gens qui pratiquent et méditent, qui se servent de ces aspects merveilleux qu'il y a cette nouvelle lune, pour redescendre profondément en eux-mêmes et se retrouver dans la zone du cœur, dans la zone de l'amour, et d'autres au contraire qui s'en servent pour, soi-disant, des fois en pratiquant de la psychologie à 2 balles 50, j'ai envie de dire, pour critiquer, pour juger, pour faire circuler des rumeurs ou des critiques, et qui sont pas du tout dans cette évolution. Donc ça, c'est intéressant de voir que les manipulations mentales, quel que soit leur but, ont fonctionné sur les peuples et sur les organisations sociales, et elles sont tellement pénétrées partout que ces grands trigones d'eau vont faire remonter ces égrégores. Ils les font remonter à la surface. Pourquoi? Pour qu'on s'en libère. Le Christ, Jésus parlait
de Satan comme étant quelque chose de nécessaire, quelque chose qui est pas un faux Dieu, enfin qui est pas quelque chose qui existe en tant que tel. Il existe que le divin, que la force d'amour, évolution, conscience qui est partout dans le monde. Mais il y a bien un adversaire, Satan, Shaitan ou Satan, ça. Selon les langues, ça veut dire l'adversaire. Il y a bien un adversaire, mais alors quel est-il? Et c'est pas une entité en soi, c'est l'ensemble de tous ces égocentrismes identifiés et collés à la peur qui organise une espèce de, il appelait ça une espèce de vent qui souffle sur les consciences et qui les influe négativement comme un vent puant, une espèce d'odeur, une pollution quoi, qui va faire qu'on va si on veut bien respirer, on va prendre une grande goulée, puis on va se sentir comme empoisonné, comme perturbé. Le Bouddha avait parlé de 3 poisons aussi. Il avait parlé des 3 poisons qui sont l'aversion, colère, aversion, mécontentement, critique aussi, si on veut, le côté la violence également. Voilà, le masculinisme aussi, tout ça, c'est voilà. L'autre poison, c'est à l'inverse, c'est le côté plus féminin qui est le désir, qui est l'attachement, la passion, quelquefois la passion amoureuse, mais dans son sens complètement où on perd le sens de la conscience, quoi. Et puis le troisième poison qu'il avait appelé ignorance, qu'il faudrait plutôt appeler faux savoir, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, fake news, faux savoir, c'est-à-dire que la fierté de savoir des choses et de s'enfermer en fait dans ce que l'on croit savoir. Donc ça, c'est les 3 poisons. Quand le temps cyclique nous amène à des trigones magnifiques comme on a là, ces 3 poisons peuvent ressortir évidemment à ce moment-là. Alors je vais vous donner quelques règles d'hygiène spirituelle, on va dire, pour permettre de sortir de ça. Il y a 7 stades, c'est les 7 jours de la semaine. On peut les décrire en rapport avec ces manipulations mentales en disant que la première règle, c'est la résistance par le déconditionnement. 90% des gens ne savent pas qu'ils sont conditionnés. C'est-à-dire que les autres sont conditionnés, mais pas moi. Bah oui, mais comment ça se fait que tout le monde pense comme ça? Tout le monde pense que c'est l'autre qui est conditionné et pas moi. C'est évidemment qu'il y a un conditionnement énorme, puisqu'il est tellement puissant qu'il arrive à nous rendre invisibles sur notre propre capacité d'auto-hypnose, sur notre propre capacité à nous convaincre de ce que l'on croit. Comme dit Gérald, qui est un éveillé, il dit rien ne vous oblige à croire ce que vous raconte votre mental. Bon, c'est un moyen vraiment d'hygiène mentale extraordinaire, sauf que la plupart d'entre nous croient dur comme fer à ce que leur raconte leur mental. Voyez aussi les méditations guidées en français de Mooji, il y en a au moins 1 ou 2 qui parlent de ça, de comment complètement lâcher tout ce que raconte le mental en cessant d'avoir des buts momentanément, juste pour la méditation, cesser d'avoir des buts, cesser d'avoir un futur, un passé, s'inquiéter pour le futur, essayer de se débarrasser de son passé. Non, simplement être là, dans l'être présent, simplement, et regarder, laisser faire la vie en soi, quoi. Laissez-vous masser par la respiration et par la vie en vous, et regardez ce qui se passe, si on laisse faire, si on se laisse être. Donc ça, et là, les conditionnements, évidemment, se rebiffent, et c'est là qu'on les voit. C'est un peu cette résistance par rapport au conditionnement, cette résistance par le déconditionnement, justement, ça va être la fameuse pilule rouge dont parle Matrix. C'est pas du tout une histoire d'être masculiniste, comme il y a des masculinistes qui reprennent cette idée-là, c'est idiot, mais cette pilule rouge, c'est comment on se libère. La pilule bleue, c'est quoi? La pilule bleue, c'est rester tranquillement enfermé dans les conditionnements que m'ont donné papa et maman. Donc, l'histoire papa-maman, c'est l'histoire comment j'ai installé en moi ou des traumas, ou des fidélités toxiques, ou des fidélités même tout simplement des imitations qui font que je suis ce que j'appelle anormaux, c'est-à-dire que je reste dans la norme de ce qu'on m'a appris. Je mange comme papa-maman m'a appris, sauf que là, il faut plus du tout manger pareil, la planète est en train de crever, et à chaque beefsteak ou tranche de jambon qui est tellement bon avec la purée qu'on prend, à côté de ça, on fait tomber un arbre en Amazonie pour pouvoir nourrir le soja qui va nourrir le bestiau qu'on a demandé, et puisque ayant mangé la tranche, on demande à quelqu'un de les tuer. Donc il y a un massacre énorme d'animaux dans le monde, et ça c'est du conditionnement. C'est-à-dire on peut très bien changer de nourriture de manière à se mettre en accord
soi-même avec l'écologie avant de revendiquer l'écologie pour les autres. C'est-à-dire que si vous faites pas vous-même, c'est la fameuse blague du docteur et du sucre, avec la maman qui emmène son petit au docteur et ils disent il a des dents qui sont en train de se carrier parce qu'il mange sans arrêt des bonbons. Est-ce que vous pouvez lui dire, docteur, d'arrêter de manger du sucre? Le docteur dit revenez la semaine prochaine. La maman est très étonnée et il revient la semaine d'après. Et là, le docteur prend le petit gamin dans les yeux et lui dit petit, attention, t'as vu tes dents, elles sont carriées. S'il te plaît, je te demande, tu ne dois plus manger de sucre, c'est important. Parce que, évidemment, le petit gamin, comme c'est pas sa maman qui lui dit, il est impressionné, il dit, bon, bah d'accord, je vais essayer d'arrêter de manger des bonbons, et je me laverai les dents le soir. Waouh, la maman est très impressionnée, elle est contente, puis dans le couloir, elle dit à son fils, attends, assieds-toi à la salle d'attente, je vais quand même demander quelque chose, elle retourne chez le docteur, excusez-moi docteur, avant de vous passer au patient suivant, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit la semaine dernière? De plus manger du sucre, j'étais venu la semaine dernière, là vous lui avez dit, c'était bien, certes, mais pourquoi vous l'avez pas dit la semaine dernière? Et le docteur répond, parce que la semaine dernière, moi aussi, je mangeais du sucre. Voilà, c'est une belle blague qui veut dire qu'on ne peut pas enseigner quelque chose aux autres si on ne le fait pas soi-même. Donc c'était un docteur fort sage. Voilà pour le premier niveau, le niveau lunaire. Le niveau martien, une fois qu'on a installé une résistance par le déconditionnement, on va rentrer en résilience, c'est-à-dire par les épreuves initiatiques. Dès que vous sortez du cadre, dès que vous sortez comme dans Matrix, vous sortez de la machine, que vous êtes arraché au cocon virtuel dans lequel vous êtes enfoncé par votre idiotophone, de l'idiocratie dans laquelle vous êtes confortablement installé. Dès que vous quittez votre zone de confort, les épreuves arrivent. C'est-à-dire qu'il va y avoir certaines épreuves initiatiques. Et là, on va se rendre compte que, effectivement, c'est le moment où on se rend compte qu'on est conditionné. Avant, tant qu'on est dans le premier stade, on n'a aucunement l'intention de faire une thérapie, parce qu'on est tellement en arrière que l'intention, on ne sait même pas ce que c'est, on ne voit pas ce que ça pourrait être. On confond ça avec la volonté de s'en sortir ou de trouver sa place. Là, dans la deuxième partie martienne, il va falloir faire des psychothérapies, des autodisciplines pour trouver une vraie liberté d'action. C'est-à-dire, on va se rendre compte qu'on doit agir différemment. Puis, petit à petit, dans la troisième partie mercurienne, on va trouver une autonomie de ses ressources et de sa pensée aussi également. Alors, évidemment, là, c'est ce qu'il faut. Là, je suis en train d'écrire comment l'humanité pourrait échapper. Évidemment, les 7 stades des planètes sont conjugués pour l'instant de manière complètement négative dans le monde actuel. Mais là, je suis en train de les conjuguer de manière positive pour qu'il y ait un autre monde où on puisse vivre dans une écologie profonde, dans quelque chose de... Donc, le stade mercurien, c'est le stade où on réfléchit à son interaction avec le monde. L'interaction, comment je puise dans les ressources, comment je puise aussi dans la pensée ou dans les médias. Donc, il y a les deux mots-clés, c'est respect et responsabilité. Respect de la nature, respect des ressources, et responsabilité vis-à-vis de comment on puise dedans et comment on en laisse pour nos enfants, ou comment on détruit la planète pour les enfants. Donc là, on va être obligé de devenir cohérent. C'est un peu comme je viens de dire, le docteur qui mange plus de sucre, il faut devenir cohérent de manière holistique, c'est-à-dire entre tous les niveaux, que ce soit physique, économique, mental, psychologique, spirituel. Tout ça, il faut qu'il y ait une cohérence qui apparaît. Faire ce que je dis, dire ce que je pense, penser ce que je fais, et par cette cohérence de plus en plus appliquée, on va vers un épanouissement de la conscience. Par exemple, si on a une philosophie, on ne se contente pas de la répéter à ses copains au bistrot parce qu'on a lu ci ou on a lu ça. Pour briller, on va vraiment essayer d'appliquer. Donc, de même qu'il y a des sens appliqués, il y a la philosophie appliquée. On va essayer de mettre dans sa vie en place cette philosophie. Si elle n'est pas valable, on verra bien, ça nous empêchera de vivre. Mais si elle est valable, c'est très intéressant parce que ça va nous faire grandir en sagesse. Et l'écologie profonde, c'est pareil. C'est à la différence de l'écologie de surface uniquement politicienne. On va voir que c'est pas une chasse aux voix ou des discours simplement à l'Assemblée. Ça va être une manière de manger, une manière de s'habiller, une manière de se relier à la nature. Où qui nous change nous-mêmes en profondeur. Alors le stade suivant, c'est le stade jupitérien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est jeudi Jupiter. On aboutit forcément à une société où il y a une solidarité fraternelle qui apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être ce qu'on appelle le care chez les anglo-saxons, qu'on peut appeler compassion chez les bouddhistes, c'est-à-dire tout ce qui va consister à
à faire attention à l'autre et à partager, à être dans le partage avec les autres. On peut appeler ça aussi co-création. On va par exemple lutter contre les abus aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir que certaines luttes, comme dans le vivant qui se défend, certaines luttes ne sont pas de la violence, ne sont pas quelque chose qui est mauvais. À partir du moment où il y a un abus violent en face, qui lui, des fois, se prétend non violent, comme le terrorisme d'État, qui se prétend non violent, alors qui maintient, par exemple, le refus de la taxe musulmane, c'est un très bon exemple. On va maintenir des tas de gens dans le manque au niveau des millions de gens, des millions de Français, puisque 86% des Français étaient ça veut dire quelque part 45 millions, on va les maintenir dans un état de pauvreté qui pourrait très bien être évité, simplement parce qu'on ne veut pas toucher à certains patrimoines excessifs. Donc là, la lutte contre les abus, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. Il y a la co-création aussi, créer avec les autres, tout ce qui est partage, tout ce qui est réseau, des alternatives aussi par rapport à l'homme, par rapport à l'humain ou par rapport à la terre. Donc voilà, tout ça, c'est le végétarisme, ça en fait partie aussi, c'est la solidarité avec le monde vivant aussi. Donc, si vous voulez vraiment vous battre pour l'écologie, c'est important d'essayer de devenir cohérent. Ça met du temps de devenir végétarien petit à petit, mais il faut démarrer à le faire et puis s'y mettre vraiment franchement petit à petit, pas dire pendant 15 ans qu'on est flexitarien alors qu'on ne bouge pas de son régime et qu'on fait semblant de dire ça pour pas avoir honte. Il est évident que avant les végétariens ou les écolos avaient un peu honte. Maintenant, la honte, heureusement, change de camp parce que c'est bien par des consommations excessives de ce qui a absolument pas besoin qu'on en est à une destruction collective de la planète. Puis après, le niveau vénusien, c'est le centrage sur le cœur conscient. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez partagé, que vous avez manifesté votre compassion, votre amour, votre solidarité, tout ça, vous rencontrez des rencontres qui vous font de plus en plus chaud au cœur, et le cœur s'ouvre, et il devient tellement vivant, le cœur, tellement conscient, qu'on peut se centrer dedans. Donc là commence l'individuation, c'est-à-dire la découverte de l'âme, la méditation, la paix introspective, c'est-à-dire quand on rentre à l'intérieur de soi, on va dans le cœur et les choses se comprennent différemment. Quand on est dans le cœur, l'intelligence du cœur n'est pas du tout la même que l'intelligence mentale. L'intelligence mentale est préconditionnée, alors que l'intelligence du cœur elle est dans le maintenant, elle est complètement novatrice, ce qui fait que vos idées, vos intuitions sont meilleures. On découvre ce que c'est que l'intuition. Beaucoup de femmes confondent l'intuition avec la sensibilité, alors que c'est pas du tout la même chose. La sensibilité, c'est le premier niveau, le niveau lunaire. La sensibilité, c'est réagir selon nos conditionnements. Alors que l'intuition, c'est le cœur. Donc c'est deux planètes féminines, si vous voulez, mais elles sont souvent confondues par beaucoup de femmes qui présentent intuitives, alors qu'elles réagissent en fait complètement à partir de leur peur ou de leur conditionnement. Et évidemment, c'est pas du tout quelque chose de... C'est là où la médiumnité peut apparaître également, dans ce passage-là, et c'est là où la méditation, ou ce qu'on appelle la sadhana en Inde, est extrêmement important, parce que si vous installez pas une méditation au quotidien, la méditation c'est au quotidien ou rien du tout, parce que elle peut être courte, hein, et puis vous l'augmentez petit à petit, mais il faut pas sauter une seule journée, parce que sinon le truc revient en arrière. Donc il faut vous débrouiller toujours à la faire le plus tôt possible dans la journée, de manière à jamais l'oublier, et voilà, en général c'est au lever. Mais voilà, et évidemment, si vous creusez comme ça la paix dans le cœur, par cette paix introspective, ben vous arrivez au stade saturnien, samedi, Saturne. On peut appeler le stade de mutation par l'esprit créateur qui se met au service de l'amour-conscience partout, dans tous les actes, dans tous les comportements. Tout ça. Donc, et là, l'âme n'est pas simplement contactée, elle devient vraiment consciente, quoi. Et ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de mouvement émotionnel. L'émotionnel a été travaillé dans le passage dans le cœur précédent, et donc toutes les émotions, les mémoires, les traumas sont remontés les uns après les autres jusqu'à être guéris par l'amour. Et là, évidemment, une fois qu'ils sont partis, il y a un grand calme qui apparaît, et donc une équanimité qui fait que l'esprit, la conscience, l'amour-conscience en fait devient actif, devient co-créatif, et il y a un sens du service, il y a un sens d'être complètement dévoué au service du divin, au service de l'humain, au service de l'évolution, enfin vous l'appelez ça comme vous voulez.
service de la conscience. Et le dernier stade, c'est le stade solaire, évidemment, c'est l'éveil au soi, qui apparaît là. Là, c'est pas un travail à faire, ça vient du stade précédent. Au bout d'un certain temps, si vous êtes appelé, ça a lieu. Si vous n'êtes pas appelé, ça n'a pas lieu. C'est-à-dire que l'éveil du soi, ce qu'on peut appeler Tao, ce qu'on peut appeler Dieu, ce qu'on peut appeler la conscience libre et unifiée, en fait, avec le tout, quoi. C'est la joie du jeu. C'est, par exemple, c'est la non-dualité, on appelle ça aussi. Donc, mort de l'ego, définitive mort même du moi. Tout ce qui nous séparait tombe et on découvre qu'on était depuis le début cette unité, mais qu'on ne le savait pas, parce qu'on était identifié à ce processus d'évolution qui nous enfermait dans un personnage. Donc le personnage disparaît totalement également. Voilà, donc ça c'est l'évolution normale de l'humain qui vous permet de... voilà. Je vais vous donner les petits aspects pour d'autres endroits de cette nouvelle lune. Pour la France, donc je rappelle que le Pluton est en maison 3, donc les problèmes vont être posés, et Mars étant l'autre maître d'ascendant en Sagittaire, il va y avoir des positions politiques extrêmement fortes aussi qui vont se manifester. Mais bon, c'est ce qui va avoir lieu en France en apparence, mais ne vous faites pas, c'est comme quand on entend les médias, ils insistent beaucoup sur des sujets des fois qui sont pas les vrais sujets, hein. Là, c'est pour ça que je vous ai mis Philippe Guillemant qui parle il y a un short qui parle du déconditionnement du moi de manière à ce que le chemin d'individuation du moi vers l'âme se fasse, quoi. Et puis une interview par rapport à l'effondrement salutaire où il redit de manière scientifique avec la physique quantique, quoi, ce que je dis avec l'ésotérisme depuis maintenant 20-30 ans. C'est-à-dire en fait qu'il y a un effondrement en cours de la pensée matérialiste, scientiste, capitaliste, individualiste, tout ça est cette pensée-là est en train de s'écrouler, mais elle est obligée de passer par un stade un peu, on pourrait dire satanique, un stade, les 4 cavaliers d'Apocalypse, un stade apocalyptique, parce que il faut que ce qui est négatif soit vu et non pas projeté. Tant que le mal est projeté sur quelqu'un d'autre, sur l'immigré, sur l'autre, l'étranger, tout ça, on n'a rien compris. Le mal, pour guérir le mal, il faut, quand ton œil voit le mal, arrache ton œil, disait Jésus. Bon, évidemment, faut pas le faire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal se guérit en voyant qui voit le mal en moi. Je retourne le doigt vers moi-même. On dit que quand on pointe le doigt vers quelque chose, l'index est pointé vers le mal, il est là. Mais il y a 3 doigts qui sont pointés vers moi, les 3 autres doigts. Donc ça veut dire que quand je crois voir le mal quelque part, que je juge, que je commence à critiquer, en fait, les 3 doigts, 3 c'est le chiffre de la conscience, il y a 3 doigts qui me disent, prends conscience que ça vient de toi. Prends conscience que ce que tu projettes sur l'autre, ce que tu crois voir, ça vient de toi. Donc ça c'est très important. Donc, voilà, donc on va regarder, à part la crise en France qui a l'air très forte, on va regarder comment ça se passe dans les autres pays rapidement. Toujours intéressant de voir Moscou, parce que, alors pour Moscou, c'est Mars en Sagittaire qui est sur l'ascendant. Donc on n'est pas à la fin de la guerre, là. Au contraire, on est vers une accélération de la volonté de conquête. Évidemment... la conjonction en Scorpion qui permet d'approfondir le pourquoi des choses est en maison 12, et le trigone a lieu avec Jupiter en maison 8. On a un approfondissement de ce qui est commencé avant, c'est-à-dire de semer la mort, quoi, qui est bien en accord avec le caractère vampirique de Poutine, quoi. Donc ça c'est pour conjonction Chiron et Eris en bélier au fond du ciel. L'origine de tout ça, c'est le mage du Kremlin, on a envie de dire. C'est l'espèce de violence interne contenue extrêmement forte qu'on peut voir dans son thème aussi. Et la conjonction Scorpion tombant, en fait, avec Vénus sur Scorpion, répétant son propre thème natal, on va encore entendre parler de lui, très certainement. Ça serait bien qu'un jour il casse sa pipe, lui, parce que c'est vraiment. Ceci dit, il a installé un système qui peut durer
comme Hitler avait fait, c'est le Reich de Milan. Là, on a un peu une espèce de désir d'empire qui est une folie dangereuse et meurtrière, mais qui peut continuer avec ses généraux et ceux qui peuvent venir par la suite. On peut rappeler que Staline a été remplacé par des gens qui ont un peu amélioré les choses, mais pas vraiment. Voilà pour le petit Staline Poutine. Et puis on a pour les Washington, allons voir du côté de Trump puisque c'est intéressant. Alors l'ascendant est en Vierge pour Washington, donc et du coup Saturne est au descendant. Alors là c'est intéressant parce que du coup c'est Cérès qui est le maître, qui est en tout début Bélier, conjoint Bacchus. Bon bah c'est pas terrible, c'est-à-dire qu'en fait ça veut dire que là il y a une réflexion qui a lieu aux États-Unis. Qui a lieu par rapport comment s'organiser par rapport aux opposants. Il y a Saturne rétrograde en Poisson, ça veut dire que les gens qui sont pauvres, qui sont enfin les rejetés du système, quoi, parce que là, bon, bah, avec la ICE, la police de l'immigration, tout ça, le système que met en place Trump, c'est carrément un fascisme américain dans le pays qui était le représentant des droits de l'homme, soi-disant. Donc là, on vire complètement à l'inverse. J'avais déjà annoncé ça il y a plusieurs années en disant que les deux pays qui sont les pays qui représentent les droits de l'homme, idéalement au niveau des valeurs, aux yeux du monde entier, très souvent aussi, qui étaient les États-Unis et la France, les deux révolutions qui ont eu lieu en fin du XVIIIe siècle, ces deux révolutions vont être mises à mal par le retour de Pluton en Verseau. C'est-à-dire à l'endroit où il était, il a fait un cercle entier et il retrouve l'endroit où il y a de nouvelles révolutions qui doivent avoir lieu. Alors est-ce que c'est la révolution informatique seulement? Peut-être pas, il peut y avoir une révolution humaniste qui peut avoir lieu. Mais en tout cas, ces deux pays passent par une crise très profonde de leurs propres valeurs et pour ça, pour retrouver leurs propres valeurs, il faut toujours passer faut toucher le fond, quoi. Et donc les valeurs s'inversent, quoi. Donc ça c'est intéressant et donc il y a une opposition, il y a une relation avec tous ceux qui sont contre ce qu'est en train de faire l'Amérique au niveau financier qui peut avoir lieu, cette espèce de pouvoir de la finance qui est imposé au monde entier sous forme d'une espèce de je te tords le bras dans le dos, tu me dis quand t'as mal et puis tu acceptes mes conditions de force, cette espèce de qu'il appelle, lui, de la négociation, Trump, c'est plutôt du chantage perpétuel, puisque c'est lui qui a le dollar. Bon, ça peut créer un grand désordre dans le monde, et les pays pauvres, les pays qui finalement, de même que les gens pauvres dans un pays, mais aussi les pays pauvres dans l'ensemble mondial, sont ceux qui trinquent et qui doivent, et qui peuvent se révolter ou dire leur opposition à tout ça. Bon, espérons qu'ils puissent le faire, puisque sachant que le pouvoir financier, qui est représenté par Jupiter rétrograde là-haut en Cancer, rappelons que le Cancer c'est le signe des États-Unis, et tant que Jupiter rétrograde et Proserpine rétrograde sont là-haut en Cancer, ils sont obligés de réfléchir à leur attrait pour l'argent, à leur attrait pour une prospérité à tout prix, c'est-à-dire faire de l'argent à tout prix, voilà, pomper le pétrole, y compris dans les basses couches géologiques, en détruisant énormément de choses, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, est-ce que cet attrait pour le tout fric a une limite? On le saura en voyant la réaction modérée, intelligente ou non, que va avoir Trump à cette levée de bouclier qui commence à se voir. Voilà. L'autre endroit où c'est très intéressant de regarder, c'est la COP de Belém, la COP numéro 30. 30, c'est un chiffre important, on change de dizaine, et donc la 30e COP de Belém va poser la question de quel langage on va utiliser, donc. Et donc elle est dans l'hémisphère sud un petit peu. Donc je rappelle, dans l'hémisphère sud, attention, il faut inverser les maîtrises. C'est pas la même chose. Donc l'ascendant est Balance, qui fait que la maîtrise est non pas Vénus mais Mars en maison 2. Donc il va falloir trouver des moyens financiers de rediriger en fait, puisque c'est en Sagittaire, rediriger en fait l'économie mondiale de manière à ce que c'est le maître d'ascendant et de la maison 8, de manière à ce qu'on n'arrive pas à une destruction. C'est un peu ça qui est un peu la grande clé de cette COP de Belém. Le milieu du ciel est carrément sur Jupiter rétrograde en Cancer.
qui est maître de la maison 9 et de la maison 12. Donc il y a un très bel idéal, mais Jupiter rétrograde en Cancer quand on est dans l'hémisphère sud, il n'est pas au bon endroit, il est en chute. Et rétrograde en chute, c'est pas bon. Donc ça veut dire que c'est une COP qui va, forcément la plupart des gros pays n'y sont pas. Ça veut dire, Jupiter c'est le capitalisme, les capitalistes commencent à comprendre que l'écologie ne peut réellement être, ça peut pas être le développement vert, le greenwashing, tout ça, non, ça peut être réellement que être anticapitaliste. Et la taxe Zucman refusée en France, Trump au sommet aux États-Unis, ça dit tout le temps la même chose, c'est-à-dire que les capitalistes ne veulent pas se remettre en question et ils préfèrent que la planète soit détruite plutôt qu'une seule quantité de leur compte en banque baisse. C'est un peu comme un Picsou là qui veut pas qu'il y ait une seule pièce qui manque dans son bain matinal de pièces d'or. Voilà, donc alors comme le milieu du ciel est quand même près de Jupiter, on a l'habitude de dire en astrologie que c'est quand même une réussite possible. Est-ce que cet idéal de réussite va être possible? C'est trigone quand même, toujours ce magnifique trigone avec Saturne, avec Jupiter. On dirait que la réflexion profonde qui va avoir lieu, on peut voir que c'est les Indiens d'Amazonie qui sont extrêmement présents sur cette COP et qui disent qui ramènent les choses à une simplicité extrêmement grande. Simplement, on n'a pas le droit de détruire l'humain et la nature pour du fric. Il faut complètement changer le mode de vie. Et ils sont là à montrer leur mode de vie que nous, en tant qu'occidentaux, on peut prendre comme archaïque, alors qu'en fait, c'est un véritable modèle possible, puisque eux ont fait un pas vers nous, ils portent des t-shirts, ils portent des trucs comme moi, mais en faisant un pas vers nous, ils ont appris aussi le juridique, ils ont appris le droit, ils ont appris l'écologie, ils ont appris la science, et c'est à nous aussi de faire un énorme pas vers eux pour arrêter de consommer comme des malades comme ça. Donc, Vénus en Scorpion dans l'hémisphère sud, qui est un peu le problème de ce thème, c'est ce Vénus en Scorpion. Là, pour l'hémisphère, dans l'hémisphère nord, oui, dans l'hémisphère nord, Vénus en Scorpion est en exil, alors que dans l'hémisphère sud, il est en domicile. Donc là, on pourrait dire un approfondissement du regard qu'on peut faire grâce, justement, Vénus en Scorpion, ça représente bien, c'est souvent des femmes d'ailleurs qui parlent, parce qu'avant, il y avait le chef, comment il s'appelait, je me rappelle plus son nom, le grand chef indien, qui parlait, il est très âgé maintenant, et là, c'est marrant, il y a beaucoup de femmes indigènes qui prennent la parole pour revendiquer, en fait, le droit à l'existence de ces peuples, et ça aide beaucoup de voir ces femmes qui défendent simplement un droit. Alors, Vénus est maître de la maison 2 et la maison 7, et donc, il y a l'idée d'une communication réussie, peut-être obtenir des fonds pour qu'il y ait une défense alors la Lune, c'est pareil, la Lune en Scorpion, elle est en exaltation du coup. Elle est maître du fond du ciel, les origines de l'humanité, les peuples, ceux qui vivent sur la Terre, quoi, qui vivent de la nature, là, c'est très mis en avant. Donc, alors, du coup, quand on a dit tout ça, on peut voir que c'est une COP qui va peut-être avoir des effets financiers, très certainement, mais qui risque un échec à cause du refus des capitalistes de participer. Mais il va y avoir un bénéfice moral extrêmement grand sur cette pub, parce qu'on va commencer, grâce à ces interventions des indigènes, des Amérindiens, on va commencer à se rappeler que il y a 500 ans de ça, on les a bousillés en tant que civilisation, sans se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus intelligent que nous à proposer. Le vivant qui se défend, c'est aussi ces peuples-là. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir que la pollution mentale, la manipulation mentale qui est organisée partout, il faut arrêter de s'en plaindre, il faut trouver les vrais moyens. Ces peuples-là sont l'un des moyens. Le documentaire Le Vivant qui se défend, c'est un autre moyen. Et ce que je vous ai donné comme méthode ésotérique d'évolution, d'individuation, c'est aussi un autre moyen. Donc il y a plein de moyens de ne pas sombrer dans la négativité par rapport à ce qui se passe, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à changer leur vie et non pas rester dans sa zone de confort en se contentant de sa petite normose habituelle d'occidental. Voilà, je vous donne rendez-vous donc pour le 20 décembre pour la pleine lune qui est au 4 décembre d'abord, qui aura lieu dans l'axe Sagittaire Gémeaux. Donc voilà, plus que 2 jours à passer en Scorpion,
et avec l'élan de profondeur qu'a donné cette nouvelle lune, qui va rester Scorpion, même si on rentre dans un mois qui sera Sagittaire. C'est un Sagittaire qui va chercher des solutions, comme le fait tout le temps le Sagittaire, mais en s'appuyant sur une graine extrêmement puissante. Donc ne ratez pas cette méditation, c'est extrêmement puissant. Et voilà, merci, 1h30, c'est bien.